On va démarrer sur cette deuxième table ronde, prévention et personnes âgées. Je vous laisse la présenter, appeler les différents intervenants. Ça va se faire en plusieurs temps. Et puis voilà. Merci Serge pour ton accueil. Oui, dans la continuité, dans cet esprit de prévention dont nous sommes tous les acteurs, dans la continuité de la prévention des maladies cardiovasculaires, nous allons aborder d'autres thèmes en termes de prévention, celle des chutes, celle de la dénutrition, celle des risques professionnels et enfin la coordination médicale, sanitaire et médico-sociale qui participe à ces actions de prévention. Et pour cette table ronde, j'invite professeur Puisieux, Nivène Lanos, Christophe Gilles et docteur Laïfa Marie. Et pour se mettre dans le bain, je vous propose un film issu du terrain avec toutes ces actions de prévention au quotidien. La prévention, c'est une question importante qui d'ailleurs transcende les âges. Elle est essentielle évidemment chez la personne qui vieillit. Elle est l'affaire de tous. On peut dire que la prévention santé concerne tout le monde. On pense que c'est l'affaire que des docteurs, mais en fait c'est totalement faux. La prévention, c'est l'action d'un maximum de personnes, d'un maximum d'établissements. Ça passe par évidemment les gens de la structure, donc les kinésithérapeutes libéraux, par nos infirmières, par nos aides-soignants, par notre animatrice qui a un rôle très très important dans le maintien des fonctions de nos résidents. Souhaite venir avec moi préparer le café. J'organise les petits déjeuners thérapeutiques le mercredi matin à partir de 9h. Ça leur permet en fait de venir et de changer de leur quotidien. Ça leur fait du bien préparer le café, boire un petit jus d'orange, discuter, échanger. Il faut que les résidents se connaissent, se rencontrent et ne s'isolent surtout pas. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Maman apprécie le petit déjeuner thérapeutique car c'est un endroit restreint, il y a peu de monde et du coup elle peut discuter avec les autres résidents. Bon appétit à tout le monde. Et là, si on reprend spécifiquement la prévention, par exemple, de la dénutrition, cet espace va permettre de retravailler plaisir à manger. Et je tiens d'ailleurs à préciser qu'ils ont choisi, voilà, ils sont acteurs, c'est très important. On va aller identifier ce qui pourrait leur faire plaisir. Oui. Et cette notion de plaisir, elle est là. Que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans l'échange, la convivialité. Moi, je la retrouve là et c'est mon plus grand bonheur. Allez, droit devant. Super. Monsieur ? La prévention est directement liée au maintien de l'autonomie parce qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait une chute pour agir parce qu'à partir de ce moment-là, il est malheureusement des fois un peu trop tard parce qu'après la pente sera beaucoup plus difficile à remonter. Sans toucher les bords du cerceau. À partir du moment où on est dans le mouvement, donc que ce soit la danse, une gymnastique douce ou... C'est encore peut-être plus bénéfique sur la danse dans le sens où ils ne réfléchissent pas, ils se laissent emporter par la musique. Si le résident a encore des capacités au niveau motricité, on les maintient au maximum. Depuis que je fais ce genre de truc, je trouve que ça me fait du bien aux doigts. Savoir qu'on accueille quand même des personnes âgées assez fragiles. Il y a des risques d'isolement en lien justement avec leur pathologie, avec aussi les organes vieillissants. Forcément, une personne âgée qui entend moins bien va avoir plus de difficultés à communiquer. Je n'ai pas l'impression de mal entendre, mais enfin je voulais quand même savoir si c'était une impression ou une réalité. La prévention, elle doit être faite par tous, tous, et ça nécessite un vrai réseau de soins et un vrai maillage de soins. On fait ce qu'on fait dans un laboratoire, mais on le fait au sein de la maison de retraite. Ça permet à certains résidents qui n'auraient pas la possibilité d'aller au sein du laboratoire d'avoir accès à ce repérage auditif et donc potentiellement à un appareillage auditif, ce qui est un point très important. Pour les résidents, il y a des risques partout. C'est une vigilance de tout instant, de tout moment, dès le matin, dès le coucher, pour chaque soin. Tout ce qui est hygiène, on doit être très 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 rigoureux par rapport à ça. Quand on a une infection, il y a une escalade d'autres pathologies qui s'installent en même temps. La prévention, c'est le cœur de l'affaire. Il faut commencer par ça. Si on commence pas par ça, après tout le reste est que billevesé, comme on disait quand j'étais jeune. On parle effectivement des résidents, mais il y a aussi le personnel qui travaille beaucoup et qui est aussi sollicité énormément. On est tous conscients qu'on est là pour aider les résidents, mais le but n'est pas de se faire mal également. Donc j'interviens aussi au sein de l'équipe soignante pour leur rappeler les bons gestes, les bonnes postures, la hauteur du lit, la hauteur du siège, le positionnement
par rapport aux résidents et les rails de transfert pour lesquels ils sont formés actuellement, qui peuvent être une alternative au transfert manuel. Il permet de soulager les troubles musculo-squelettiques et il a un rôle sur la prévention des chutes puisque comme le système est électrique, il ne sollicite pas la force des deux parties et donc du coup il y a moins de risques que les muscles flanchent. Ce qui est intéressant dans cette dimension de la prévention, en tout cas pour les EHPAD, c'est de penser des EHPAD de demain, ne fût-ce que de l'aménagement de l'environnement. Voilà, avoir des espaces potagers, avoir des espaces où on peut circuler, avoir des formes de petites de mini-boutiques à l'intérieur de cette EHPAD, où les personnes continueraient à aller faire leurs courses. Ça, c'est de la prévention. Vous voyez, c'est peut-être pas là aujourd'hui, mais dans la manière dont on va se projeter et dont on va construire les établissements à venir. Merci à ce film qui nous montre bien que la prévention est l'affaire de tous et de notre quotidien. Pour ce faire, et au sujet de la prévention des chutes, professeur Puisieux, vous êtes chef de service du pôle gérontologique à l'Institut Cœur-Poumon du Centre hospitalier universitaire de Lille. Le bilan en 2018 de la campagne Part à chute a confirmé son intérêt significatif avec une diminution des chutes graves. Qu'en est-il, selon vous, aujourd'hui, des chutes, de leur taux, de leur fréquence, de leurs conséquences, qu'elles soient physiques, psychologiques, médico-socio-économiques? Quel est votre point de vue? Mon point de vue, c'est que, évidemment, les chutes restent un événement très fréquent en établissement d'hébergement pour personnes âgées. Je n'apprendrai rien à personne. Avec la nécessité d'avoir un plan d'action porté dans l'établissement pour la prévention des chutes et aussi pour la prévention de la perte de mobilité. Je pense qu'il est important, quand on a comme objet de réduire le risque de chute, on doit aussi y associer le maintien de la mobilité des personnes. Car bien sûr, réduire la mobilité peut être aussi une façon de réduire le risque de chute. Et là se pose aussi la question de la politique d'usage des contentions physiques, qui nécessairement est associée à la réflexion sur la prévention des chutes en EHPAD. Alors, évidemment, ça reste un problème très fortement prégnant en établissement d'hébergement pour personnes âgées, responsable de nombreuses hospitalisations, responsable de décès. Pourquoi cette grande fréquence des chutes et des chutes graves en établissement d'hébergement? Parce que les personnes qui sont accueillies, les résidents, sont évidemment à haut risque. Beaucoup d'ailleurs sont entrés en établissement d'hébergement parce qu'ils faisaient des chutes répétées à domicile, parce qu'ils ne savaient pas se relever après une chute, parce qu'ils avaient fait des chutes graves. Donc bien sûr, c'est parce que la population est à haut risque. Malgré ce haut risque, effectivement, on peut agir, et agir, je crois, efficacement. Jamais on n'atteindra le zéro chute, ça ne peut pas être un objectif. Mais on peut limiter le risque de chute, on peut limiter le risque de chute grave, on peut bien user des contentions, et on peut tout faire pour maintenir la mobilité. Beaucoup des actions possibles ont été énoncées ici. Et puis vous faites allusion à ce plan parachute qui a été proposé, mis en œuvre à l'initiation de l'ARS Île-de-France, programme auquel j'avais eu la chance de participer, et qui effectivement a fait la démonstration qu'on pouvait agir en établissement d'hébergement pour personnes âgées. Je vous invite d'ailleurs à aller sur le site de l'ARS, il y a moyen de se former, il y a une formation en ligne qui est proposée, d'accès gratuit. Et puis également, il y a des témoignages d'un certain nombre d'établissements qui ont mis en place le programme Parachute, et qui sont des témoignages extrêmement encourageants, qui prouvent qu'effectivement on peut agir à travers différents moyens et leviers d'action. Merci, professeur Puisieux. En termes de moyens d'action, Nivène Lanos, vous êtes responsable du domaine IoT, objets connectés en français, chez Corian Solutions. Corian Solutions qui travaille sans cesse à rechercher de nouveaux équipements pour le bien-être des aînés. En termes d'innovation, Nivène, quelle est la genèse de vos travaux d'équipe sur la détection et de fait sur la prévention des chutes? Alors merci. Déjà, IoT, c'est l'Internet des objets. Je préfère en anglais, je préfère le préciser. L'anglais. On a lancé nos travaux sur la détection de chute, et, parce comme ça a été dit juste avant, on ne peut pas prévenir complètement la chute, il y aura toujours des chutes dans les établissements. Et donc on a regardé qu'est-ce qui se faisait aujourd'hui sur
sur le marché en termes d'appareils pour prévenir et alerter les équipes soignantes s'il y avait une chute. On a plein de façons différentes de le faire et elles ont toutes leurs contraintes et leurs problématiques. On peut mettre des sols qui sont connectés, qui détectent les chutes, mais dans ce cas-là, ça rentre dans une problématique de coût, parce qu'il faut équiper complètement une chambre, tout le sol, il faut refaire complètement les chambres. On peut mettre la détection de chute portée, qui consiste à mettre un bracelet ou une montre connectée sur un résident, mais dans ce cas-là, la problématique, c'est est-ce qu'il le porte, donc est-ce qu'on va être alerté s'il chute? Et on a aussi des solutions qui sont des capteurs qu'on peut mettre dans les chambres, qui permettent de monitorer la chambre et de regarder l'environnement et de voir si on a un résident qui tombe dans la chambre. Donc on était parti de cette base-là, on a plein de dispositifs différents qui existent, et on a regardé chez nous, chez Korian, où se situent les chutes. Et 60% des chutes se situent dans la chambre, 16% se trouvent dans la salle de bain. Donc, en fait, par défaut, le lieu qui est le plus à risque, c'est l'espace de vie du résident, c'est-à-dire sa chambre et sa salle de bain. Donc on a vu, en partant de ce constat-là, on s'est dit, mais trouvons une solution qui permet de répondre à ces problématiques-là en priorité, parce que c'est là où on voit le plus de chutes. Et donc on a regardé les différentes solutions qui existaient sur le marché, en se disant, la meilleure solution, c'est une solution qu'on puisse déplacer d'une chambre à l'autre, parce qu'il faut qu'elle soit mobile et s'adapter au résident. Ce n'est pas le résident qu'on amène au capteur, mais le capteur qu'on amène au résident. Il faut qu'on soit alerté s'il y a une chute, donc il faut que ça marche bien. Et donc sur ce postulat, on a fait une étude sur différentes solutions pour retenir les solutions qui sont les plus pertinentes pour nous, qui sont les plus efficaces. Et en faisant ces études, on s'est rendu compte que les solutions ne faisaient pas que prévenir la chute, elles permettaient aussi de la prévenir, parce qu'on avait des vidéos qui nous permettaient de comprendre comment s'est produit la chute, donc qui permettaient aux équipes soignantes d'analyser l'environnement et de prévenir la chute en adaptant l'environnement du résident. Ça permet, comme ces capteurs permettent aussi de nous alerter s'il y a une sortie du lit, eh ben, on peut avoir des équipes qui interviennent beaucoup plus rapidement, parce qu'elles sont prévenues dès qu'un résident est à risque de chute, s'il se lève, eh ben, on est prévenu. Mais ça permet aussi de rassurer le résident, parce qu'un résident qui est équipé d'un capteur, quand on lui explique à quoi ça sert, que les équipes soignantes seront prévenues si le capteur est installé dans sa chambre, et ben ça l'incite aussi à se déplacer, parce qu'il sait qu'il est rassuré, il ne va pas avoir peur de se lever, parce qu'il sait qu'il y a cet ange gardien qui le regarde et qui préviendra les équipes si besoin. Et donc pour terminer là-dessus, je crois qu'on a une vidéo qui permet de comprendre le contexte d'une chute. Et donc typiquement, cet exemple-là, c'est une des solutions qu'on utilise, nous, et qu'on installe dans l'établissement. Et on voit le contexte d'une chambre avec un résident qui essaye de se lever. Et c'est une chute réelle d'un résident qui a eu lieu dans un établissement chez nous. Et donc il essaye de se relever à plusieurs reprises. Et en fait, quand il va se lever complètement, il va chuter en arrière. Et au moment de la chute, il se cogne contre le bord du lit. Et en fait, ces vidéos-là qui permettent de comprendre le contexte d'une chute sont précieuses pour le personnel soignant, parce que ça leur permet aussi de mieux soigner, de mieux traiter la chute, parce qu'ils savent comment le résident est tombé. Merci Niven pour ce relevé de travaux menés par Korian en termes de recherche pour un dispositif de détection des chutes. Christophe Gilles, vous êtes psychologue de formation, aujourd'hui référent Positive Care Korian et directeur de pôle d'EHPAD. En quoi ce dispositif dont vient de nous parler Niven, qui modélise l'habitus, pour reprendre vos termes, et de par votre expérience terrain a réduit par 3 le nombre de chutes graves de résidents, en quoi ce détecteur de chute est source de bénéfices pour nos résidents? Je vais revenir sur la vidéo. C'est une chute grave. Avant, on n'avait pas de dispositif comme celui-ci, et on peut penser que la personne qui est tombée a appelé ou a réussi à appeler d'une manière ou d'une autre. Quoi qu'il en soit, la notion de temporalité est extrêmement importante. Alors, moi, je ne suis pas médecin, mais je crois savoir que plus on va vite, plus on gagne de chances de faire quelque chose de réparateur. Donc c'est déjà l'idée de se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir comprendre et savoir qu'on n'avait pas avant.
Donc le bénéfice immédiat, oui, on a réduit les chutes par 3, presque 3. Cette chute-là est une chute grave. Alors on n'a pas réduit par presque 3 les chutes graves, on a réduit par presque 3 toutes les chutes. L'idée de départ, c'est une petite histoire rapide que je peux vous raconter, qui est curieuse, mais en toute transparence. Dans une maison de 84 chambres, en pleine journée où théoriquement on a à peu près, si on mélange tous les collaborateurs, à peu près 35 collaborateurs, il fait jour, la maison vit, il y a des activités, les résidents sont occupés, les gens circulent, tout le monde est affairé à la vie de la maison. Et on reçoit un coup de téléphone au standard d'une personne qui est la fille d'un de nos résidents, qui n'était même pas en France à ce moment-là, et elle nous dit « Est-ce que vous pouvez aller le voir dans la chambre de papa parce qu'il est tombé ?» Alors je vous avoue, quand j'ai appris, cet événement, je me suis posé beaucoup de questions. Et je me suis dit, comment on peut éviter ça? Parce que cette personne n'était pas a priori une personne à profil chuteur, puisque notre équipe pluridisciplinaire peut identifier dès l'admission, et comme le dit professeur Puisier, effectivement, on rentre souvent en maison de retraite, aujourd'hui, postérieure à une chute, soit très récente, soit dans un très court terme. Mais ce monsieur n'était pas concerné par ça. Et il a fallu qu'il appelle, qu'il trouve le moyen d'accéder à son téléphone portable, non pas le téléphone de sa chambre, mais son téléphone portable. Ça veut dire qu'il avait quand même la capacité cognitive et praxique de pouvoir utiliser son téléphone, étant dans une situation très inconfortable, voire douloureuse, pour dire à sa fille, il faut venir m'aider. Et on n'avait aucun autre moyen, a priori, de le savoir. Oui, on aurait peut-être pu passer dans le couloir au moment de la collation pour pouvoir s'apercevoir que monsieur était au sol, mais ça aurait peut-être été trop tard pour quelque chose. Voilà, donc partant de ce principe-là, en discutant avec l'équipe de Corian Solutions, en quoi l'innovation peut être au service de cette prévention? Prévention dans le sens où arriver avant, venir avant, prévenir, et arriver avant la chute. Donc le bénéfice immédiat, c'est une réduction de toutes les chutes par presque 3, mais plus encore. En unité de vie protégée, pour des problématiques neuroévolutives sévères, modérées à sévères, les personnes déambulent énormément. Un résident en pleine nuit va sortir de son lit, peut-être il va glisser de son lit, peut-être il va s'asseoir par terre, peut-être il va rester assis dans la chambre. Si on ne le sait pas, on prend un risque. Déjà, c'est pas forcément confortable de dormir, passer une partie de la nuit au sol, mais au-delà de ça, si on ne sait pas, on prend un risque. Parce que peut-être que ça va se reproduire, et peut-être que ça va se reproduire plusieurs fois. Et peut-être que le fait de le savoir va nous indiquer que ce monsieur ou cette dame, plus souvent des dames d'ailleurs, aujourd'hui, en ce moment, montre des signaux qui nous indiquent que cette station de mobilité est atypique par rapport à son profil. Donc, va nous permettre d'observer et de rechercher d'autres facteurs avant éventuellement une chute qui deviendrait finalement un symptôme. Donc, prévenir des chutes, c'est prévenir globalement le maintien de l'autonomie avec effectivement la capacité d'intervenir très vite, immédiatement, avec les dispositifs compétents dans les processus adaptés pour réagir en cas de chute grave. Et depuis qu'on a mis en place cette expérimentation dans plusieurs chambres, on est beaucoup plus serein, en tout cas la nuit. Oui, merci Christophe pour ce retour terrain. Revenons sur un plan national. Professeur Puisieux, vous avez participé au plan anti-chute 2022 des personnes âgées, un plan national et triennal qui signe l'attention que nous devons encore et toujours porter à la prévention des chutes. Pouvez-vous nous en partager les grands axes? Très bien, j'approche bien le micro. Juste un petit commentaire préalable avant de répondre à votre question et en essayant de ne pas trop me perturber. C'est simplement qu'on fait tous dans nos établissements d'hébergement, on fait tous le relevé des chutes systématiques et on le met dans nos rapports d'activité. Mais évidemment,
ça n'est utile que si, au moins une fois par an, on fait ce retour et cette analyse des chutes déclarées, qu'on en regarde qui est tombé, dans quelles circonstances, quelles ont été les conséquences, comment est-ce qu'on a agi. Et indéniablement, ces nouveaux outils nous permettent une analyse beaucoup plus fine des circonstances, des conditions dans lesquelles sont tombées les personnes, et donc vont nous permettre d'imaginer de nouvelles actions pour prévenir les chutes. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter en commentaire. Après le plan anti-chute, donc il a été, comme vous l'avez dit, Madame, tout récemment présenté en février de cette année par Madame Bourguignon, donc ministre déléguée en charge de l'autonomie. Et ce projet a comme ambition sur le plan des nombres, de diminuer de 20% sur 3 ans le nombre de chutes responsables d'invalidité chez la personne âgée et de décès. Et on sait qu'il y a à peu près 10 000 décès en France liés aux chutes, donc ça n'est pas du tout un chiffre négligeable. Il y a 5 axes d'action qui sont proposés pour atteindre cet objectif. Le premier axe, c'est le repérage des personnes à haut risque de chute afin de leur proposer une prise en charge individuelle et de diminuer leur risque de chute. Le deuxième action, c'est l'aménagement du domicile. La troisième action, c'est l'activité physique. On sait que l'activité physique, elle est bénéfique à tout âge, et à tout âge, elle participe en tout cas de la prévention du risque de chute et de la maintien de la mobilité, et donc aussi de la qualité de vie. Un autre axe est sur les aides techniques à la marche adaptée, sur l'aménagement du logement, et puis le cinquième axe est sur la téléassistance. Donc finalement, on boucle la boucle et on revient à la question de la téléassistance. Voilà ces 5 axes. Pour chacun de ces axes, il y a des propositions assez concrètes et je trouve pertinentes qui sont faites, notamment pour faciliter l'accès à un diagnostic et au financement pour aménager son logement, pour faciliter l'accès à un diagnostic à domicile du risque de chute, avec des équipes qui sont proposées, qui vont rassembler un APA, un professeur d'activité physique adaptée, une ergothérapeute et une diététicienne. Également des facilités d'accès au financement, par exemple pour les aménagements du logement. C'est vrai qu'aujourd'hui, les financements, il faut les chercher à plusieurs endroits, c'est compliqué. Donc voilà, il y a 5 axes, des actions assez concrètes qui sont proposées, qui, je pense, peuvent réellement rendre service. Alors je trouve très bien qu'il y ait un plan sur les chutes, parce qu'évidemment, c'est un problème majeur de santé publique. On en a conscience dans les établissements d'hébergement. Je pense que peut-être on en a moins conscience ailleurs. Et je pense qu'on peut faire beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui et beaucoup mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc c'est en soi très bien qu'il y ait un plan sur cette question. Il y a effectivement des actions concrètes qui sont proposées. Alors, le regret évidemment qu'on a, c'est que ce n'est pas tellement chiffré sur le plan financier. On ne voit pas apparaître vraiment de budget qui serait investi dans cette action, mais c'est une très bonne chose que ce plan. Et on y lit des choses concrètes qui me semblent tout à fait pertinentes. Merci, professeur Puisieux, pour cet éclairage et ces perspectives concrètes nationales. Niven, revenons à notre détecteur de chute. Vous avez participé au test et au développement de ce dispositif dans les maisons Corian. Que pouvez-vous nous dire de sa mise en œuvre et de ses éventuelles contraintes au quotidien? Alors, pour sa mise en œuvre, on est parti du postulat qu'il fallait qu'on travaille avec un capteur, qu'on puisse, comme je disais tout à l'heure, qu'on puisse le déplacer, qu'il ne soit pas une caméra, parce qu'on ne voulait pas de prise de vidéo pour des histoires de vie privée, forcément. On voulait donc qu'il soit mobile facilement, qu'on puisse l'installer partout, et qu'il soit simple d'utilisation. Donc ça, c'est pour la mise en œuvre. Comment est-ce qu'on le met concrètement? Mais les contraintes, on rencontre de nombreuses contraintes. Elles sont sur 2 volets différents. Il y en a une qui est plutôt technique et l'autre qui est plutôt opérationnelle. La contrainte technique qu'on retrouve un peu dans tous les EHPAD, c'est les questions de réseau, la couverture de réseau Internet dans les établissements et de Wi-Fi. C'est qu'on sait bien de mettre des capteurs, mais s'ils ne peuvent pas se connecter au réseau, en fait, ils ne fonctionnent pas. Donc on a une brique et elle ne fait pas grand-chose. C'est important aussi de pouvoir s'interfacer et de se connecter avec les systèmes existants dans la maison, qui sont les appels malades ou les 2CT, qui sont les systèmes de téléphonie de l'établissement.
Et donc c'est pareil, un établissement en fait pas un autre, les systèmes changent d'un établissement à l'autre, et donc s'interfacer avec ces systèmes-là, c'est pas toujours évident. Donc il faut trouver soit des solutions de contournement, soit à chaque fois qu'on va faire une installation, c'est se reposer systématiquement les mêmes questions parce qu'on n'a pas de réponse systématique. Et puis l'autre problématique qui est plutôt opérationnelle, c'est accompagner les équipes, c'est de la conduite du changement. Parce qu'on peut avoir une équipe dirigeante dans l'établissement qui est à fond derrière le projet, qui a une vraie volonté d'avancer, mais des équipes soignantes qui sont un peu moins engagées et qui se posent des questions, qui ne comprennent pas forcément que en fait, c'est un capteur qui est là pour faire de la prévention de chute et de la détection de chute, mais qui soit pas, c'est pas une caméra qui est là pour les observer jour et nuit dans leur travail, parce que c'est un peu ce qu'on a l'impression de temps en temps. Et donc l'accompagnement et la formation aux équipes aussi de l'utilisation de l'outil, parce que s'ils utilisent mal l'outil, ils en sont pas satisfaits. On a eu le cas, il y a un établissement qui n'utilisait pas très bien l'outil, et en fait ils étaient alertés tout le temps pour de mauvaises raisons. Et en fait c'est parce qu'ils n'avaient pas fait des bons réglages, et donc là c'est parce qu'ils n'avaient pas compris comment utiliser la solution, et donc c'était plus une contrainte pour eux qu'un bénéfice. Et donc à partir du moment où on a résolu cette problématique-là, forcément ils apprécient la solution et ils sont beaucoup plus engagés. Donc c'est vraiment ces deux volets-là, la partie technique qui est systématique, et puis la partie accompagnement et formation qui est indispensable pour la bonne réussite d'un projet comme celui-là. Encore une fois, tout passe par la communication et donc la sensibilisation au projet. Exactement. Pour mettre en application vos travaux. Merci Nivène. Merci. Ce détecteur de chute qui est développé sur plusieurs établissements. Christophe Gilles, pour conclure sur le thème de la prévention des chutes, après 8 mois d'expérimentation sur vos établissements, quelles en sont d'après vous les perspectives ? En fait, donc, si on considère la chute comme je dirais, ce qu'il faut éviter, coûte que coûte, avant la chute, il y a énormément d'indicateurs dans la chaîne décisionnelle ou dans la chaîne d'observation qui impliquent l'ensemble des parties prenantes, donc des salariés, des collaborateurs, de leurs compétences, de la manière dont on va considérer les activités de prévention physique adaptées. En fait, cette analyse, la capacité d'analyser les circonstances d'une chute ou d'une presque chute est considérable avec cette solution parce qu'on voit des choses qu'on ne voyait pas. Il existe des détecteurs de chute, on détecte une chute, mais là on ne détecte pas une chute, on observe quelqu'un qui peut-être va chuter. Et donc avant que ça arrive, il y a un ensemble d'éléments de l'écosystème de ce petit espace qu'est la chambre qui reproduit finalement toutes les habiletés de vie quotidienne du résident avant qu'il rentre en EHPAD, sauf quand à la maison, peut-être il a chuté. Et en fait, l'enseignement et les perspectives, pour répondre à votre question, c'est une analyse beaucoup plus heuristique pour transmettre à nos collaborateurs, à nous-mêmes, qui sont, comment fonctionne notre établissement, nos postures, notre organisation, est-elle adaptée en fonction des personnes qu'on accueille, sur un temps parfois très court. Et on a des admissions dans les maisons de retraite qui sont traumatiques, qui restent toujours traumatiques. Et dans cette perte de chance, le temps de reconnaître, de se reconnaître, de construire des repères, c'est un facteur de chute. La mobilité, la motricité n'est pas juste un élément de causalité. L'ensemble du contexte de vie est un facteur qui peut amener à la chute. Donc l'enseignement et les perspectives, c'est ça, c'est mieux accompagner les soignants sur l'observation, mettre de côté, et la technologie est là pour ça, la systémique, l'alerte, la surveillance, la précaution, le stress. Quand on travaille dans un EHPAD la nuit et qu'on est soignant aujourd'hui, il n'y a pas 10 personnes. Donc on a, grâce à la technologie, on évacue considérablement la capacité des personnels disponibles et engagés à être encore plus au rendez-vous d'une demande et d'un besoin. Les analyses circonstanciées avec les experts métiers comme les ergothérapeutes, les kinés,
médecin coordonnateur autour d'un profil qui, en ce moment, est un profil à risque. Peut-être va-t-il le rester, peut-être va-t-il sortir, entre guillemets, de cette précaution temporairement. Donc voilà, les perspectives sont quand même multiples et surtout propices à déployer et à continuer de s'emprunter dans une culture de la prévention. Et donc la chute, nécessairement, moins de chute, c'est surtout un objectif impérieux et réaliste, et même véritable, de zéro contention. Zéro contention. Des problématiques neuroévolutives sévères, avec des gens qui ont des troubles productifs, qui sont non stabilisés. C'est compliqué. Des gens qui ont été contenus à la maison, dans un fauteuil. Non, on enlève la contention. On sait qu'on a... La technologie nous permet d'éviter, d'évacuer tous ces systèmes qui ont fait leurs preuves peut-être à une certaine époque, mais en 2022, ça serait dommage de s'en priver avec toute l'architecture qu'on peut mettre en place dans un EHPAD. Donc, beaucoup d'énergie en 2022 pour la prévention des chutes, un plan national, des actions prônées par la technologie qui se développe à grands pas. Merci pour cette transition qui m'est offerte quand on sait qu'également la dénutrition peut être un facteur favorisant des chutes. Et pour cela, Dr Leïla Laifa Marie, merci d'intervenir. Vous êtes gériatre, présidente du clan national, comité de liaison alimentation-nutrition pour Corian. La prévention de la dénutrition doit, selon vous, passer par plusieurs canaux. Dans une dynamique de prévention primaire, et merci d'avoir donné les définitions tout à l'heure, c'est savoir identifier les situations à risque. Quelles sont-elles d'après votre expérience ? Merci Véronique. En effet, la transition est très bonne. La dénutrition fait partie des facteurs de risque de chute. Et la HAS, en novembre 2021, a mis à jour finalement ses recommandations en termes de critères diagnostiques de la dénutrition. Mais il faut agir en amont, comme pour les maladies cardiovasculaires. Et agir en amont, c'est savoir identifier, savoir repérer certaines situations à risque. Alors, il y a des situations dites à risque qui sont complètement indépendantes de l'âge, les maladies chroniques, toutes les pathologies qui entraînent des malabsorptions, les maladies cancéreuses, les maladies infectieuses. Et puis, vous avez un certain nombre de situations qui sont étroitement liées à l'âge. Je vais en citer quelques-unes. Il faut savoir les rechercher. Il faut que les professionnels, médecins, aides-soignantes, auxiliaires de vie à domicile apprennent aussi à les identifier. Il y a toutes ces situations en lien avec l'environnement, donc l'isolement social. On en a parlé pendant la vidéo. Le veuvage, le deuil récent, mais aussi toute situation d'hospitalisation ou d'entrée en institution qui sont vraiment des moments clés dans la vie d'une personne âgée. D'autres situations, vous avez les médicaments. On a des médicaments malheureusement qui baissent l'appétit. On a des patients âgés de plus en plus polymédiqués. On a des médicaments qui baissent la vigilance et tous ces médicaments peuvent en tout cas entraîner une baisse de l'alimentation. On a les maladies neurodégénératives, des maladies neurologiques et puis j'insiste sur des choses basiques, mais qui malheureusement ne sont pas souvent recherchés, les troubles sensoriels. On voit dans la vidéo qu'on recherche les troubles auditifs, mais pas que. On a aussi les troubles visuels, l'état bucco-dentaire. Est-ce que les prothèses dentaires sont adaptées? Est-ce que l'état de la bouche est propre? La sécheresse buccale existe-t-elle ou pas? Et je finirai par quelque chose qui me tient vraiment, vraiment à cœur, ce qu'on appelle les régimes restrictifs. Je n'aime pas trop ce mot régime, parce qu'aujourd'hui on parle d'alimentation standard et thérapeutique, on essaye vraiment d'éliminer ce terme de régime, mais on voit encore trop souvent des personnes âgées arriver dans nos services, dans nos maisons, avec des régimes sans sel stricts, des régimes diabétiques, des régimes hypocaloriques amaigrissants, et il faut absolument faire la chasse à toutes ces situations pour pouvoir anticiper et mettre en place les plans d'action nécessaires. Merci Leïla pour ces recommandations. Quel que soit le lieu de vie de la personne âgée, de quelles qualités doivent faire preuve les professionnels ?
Alors, je dirais les qualités habituelles de tout professionnel de santé qui intervient auprès des personnes fragiles. Je citerai peut-être dans le désordre donc la bienveillance, le savoir-être, l'écoute, la disponibilité. Toutes ces qualités sont là d'abord pour redonner toute la dimension humaine à la prise en soin donc des personnes fragiles à travers la recherche donc des goûts, des habitudes, des attentes, des souhaits de chaque personne. Et puis, ce sont des qualités qui vont permettre aussi de s'intéresser à l'autre et donc d'aller identifier toutes ces situations à risque ou les signes indirects de dénutrition. Une prothèse dentaire qui tenait bien jusque-là et qui commence à bouger du jour au lendemain, c'est peut-être un signe d'amaigrissement. Des vêtements qui deviennent trop amples, des troubles de l'équilibre qui apparaissent. Et puis, au-delà donc de la recherche de ces signes d'alerte, les qualités humaines sont primordiales dans un moment clé de la prise en soin nutritionnelle donc des personnes âgées, l'aide au repas. Vraiment, c'est un moment primordial. Il faut du temps, il faut de la disponibilité, il faut le confort, la texture adaptée. Et vous avez par exemple, je pense, goûté une des textures modifiées. Et puis, et on le dit souvent dans la vidéo, et ça me fait bien plaisir, on oublie le plaisir de manger. Donc il faut que tous ces critères soient regroupés pour que le moment du repas de la personne fragile soit le plus adapté. Merci Leïla. Sans annihiler le plaisir de manger là, que nous venons de vivre, vous y faisiez référence tout à l'heure, les dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé publiées fin 2021 sont une évolution des critères diagnostiques de la dénutrition chez la personne âgée de 70 ans et plus. Quels sont, selon vous, les deux axes majeurs de la prévention de la dénutrition dont nous pourrions assurer la promotion auprès des soignants que nous sommes? Je vais parler aussi de la population générale parce que dans la population générale, dénutrition ou plus communément malnutrition est un problème qui concerne les pays en voie de développement et pas forcément l'Europe ou la France, 5e puissance économique mondiale. C'est une pathologie qui est méconnue finalement de la population générale dans une société de surconsommation et il est important pour moi, en tout cas en premier axe, de travailler sur la partie formation et information. Pas uniquement des professionnels de santé, bien sûr des professionnels de santé, quel que soit leur lieu d'activité, en institution, à l'hôpital, mais aussi au domicile, mais aussi travailler sur l'éducation de la population générale, exactement comme le cœur des femmes, éducation de la santé, informer sur l'importance de l'équilibre alimentaire à tout âge, sur les dangers des régimes restrictifs, sur les conséquences donc, de la dénutrition, sur l'état de santé et sur l'autonomie de la personne. En deuxième axe, et j'insiste, j'avais fait ma thèse sur la prise en charge de la dénutrition en ville, sur la rigueur du suivi de la personne âgée, quel que soit son lieu de vie, quel que soit son état nutritionnel, qu'elle soit identifiée à risque ou non, qu'elle soit dénutrie ou non, avec des outils très simples. Et d'ailleurs, on voit sur les dernières recommandations, peser la personne le plus régulièrement possible, identifier des pertes de poids non attendues, calculer son index de masse corporelle, surveiller son alimentation, ses apports alimentaires, et surveiller avec les nouvelles recommandations, on parle de la masse musculaire, c'est plus simple à faire à l'hôpital, hein, c'est un peu moins simple à faire en institution à l'hôpital, mais en tout cas on a des outils très très simples pour prévenir cette dénutrition qui est un enjeu de santé publique majeur. Merci Leïla, merci à chacun de vous pour vos communications sur ce thème de la prévention qui nous est si cher. Je crois que nous allons, Serge, effectuer un changement de voilà, plateau. Nous allons faire une rotation extrêmement discrète, c'est-à-dire qu'on ne va pas le dire, voilà, comme vous voyez, on ne le dit pas. Voilà, pour continuer, si jamais, François Pissieu, si jamais il y a, parce que vous ne pouvez pas rester avec nous après, si jamais il y avait une question juste là, c'est le moment ou jamais, sinon vous le regretterez à jamais. Donc allez-y, est-ce qu'il y a un questionnement sur la problématique des chutes ou pas? Et sinon on vous laisse tranquille. Mais juste puisque vous m'y invitez, sans me poser de questions, je vais juste faire un tout petit commentaire sur la dénutrition, juste pour dire que
La dénutrition, c'est vraiment un des facteurs majeurs de fragilisation des personnes. Et puis la dénutrition, ça compte tellement dans la qualité de vie, surtout en France. Le repas, c'est quelque chose d'essentiel dans la qualité de vie, dans le lien social. Mais c'est aussi parce que les personnes âgées, beaucoup de personnes âgées, sont seules, n'ont plus de liens sociaux, qu'elles se dénutrissent. On sait bien qu'une personne âgée qui vit toute seule, qui doit se faire à manger pour elle toute seule, petit à petit, ne va plus se faire à manger, va se dénutrir, et puis une fois qu'elle a perdu l'habitude de manger, elle ne mangera plus. Donc je voudrais faire ce lien entre dénutrition, fragilité, et puis lien social, qualité du lien social et solitude. Et la solitude des personnes âgées, c'est vraiment un grand mal de notre société. Voilà, alors sans question, j'ai ajouté un commentaire. Et je vous laisse, merci beaucoup. Merci à vous. Et les petits frères des pauvres, chaque année, nous renvoient les chiffres, qui sont quand même absolument tragiques, quoi, sur cet isolement. Le manque de lien, la première des préventions, ça reste le maintien du lien social et la qualité, le désir de lien social d'une certaine manière. On voit bien, on a parlé plusieurs fois de la question du plaisir. À tous les âges, on a le droit d'avoir du plaisir. Et à quoi bon rester en vie s'il n'y a pas de plaisir d'une certaine manière? Donc on voit bien qu'il y a ce quelque chose-là, et c'est aussi important d'en parler à tous. Et vous avez fait allusion au plan anti-chute. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce plan, il démarre très tôt, en disant, mais quand les gens habitent, on dit tous les gens veulent vivre chez eux. Et puis quand on leur demande, mais au fait, est-ce que vous avez adapté votre chez eux, à votre chez soi, on est à moins de 15%. Donc on voit aussi tous ces enjeux-là. Voilà. Donc on voit bien qu'en plus, peut-être le redire, vous avez parlé les chiffres et autres, mais on sait aussi qu'investir dans la prévention, c'est aussi un gain économique plus tard. C'est un gain humain, mais c'est aussi un gain économique. Et donc c'est toujours cette notion, c'est pas des dépenses, mais c'est bien des investissements. Et là aussi, il y a un débat culturel à faire gagner dans ce pays, c'est pas tout à fait fait, mais on voit qu'il y a quand même des choses qui avancent. Merci encore à vous, on sait qu'il y a du boulot sur la planche, donc merci. Alors, et du coup, Véronique? Oui, je voulais juste faire le lien avec la table ronde numéro 1. On parle de la prévention de la dénutrition, on peut également faire référence à une nutrition de qualité en termes de prévention des maladies cardiovasculaires. Oh, c'est joli, c'est bien fait. Ouais. Et puis, Véronique, quand on parle de nutrition, on ne peut pas oublier que, par exemple, un bon chocolat avec plein de calcium, de magnésium, peut être très très bon pour lutter contre le risque de chute. Alors, pas pour les chutes de cheveux, ça ne marche pas du tout, mais pour d'autres systèmes de chute, ça peut fonctionner. Ouais. Parole d'amateur. Voilà. Suite de la table ronde sur le thème de la coordination entre le sanitaire et le médico-social, j'invite Dr Massier-Jaz à nous rejoindre. Et second thème de cette partie, prévention des risques professionnels et qualité de vie au travail, j'appelle Gabriel Derlincourt et Jérôme Miralles pour nous partager leur communication. Docteur Massier-Jaz, vous êtes coordonnateur de la filière gériatrique du groupement des hôpitaux de l'Institut catholique de Lille. Vous avez à cœur d'enrichir la connexion ville-hôpital, hôpital-EHPAD avec de nouveaux fonctionnements. Quel postulat anime votre démarche? Bonjour, bon, j'ai l'habitude pour le nom, je vous rassure. Merci. Alors, je suis très content d'être là. Et je suis très content aussi d'être gériatre dans cette période, puisque la gériatrie, c'est quand même une discipline qui n'est pas si vieille que ça. Et moi, ça fait 17 ans donc, que je l'exerce, et je l'ai vu largement évoluer. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que l'avenir de la gériatrie, en tout cas ma vision, c'est que ça repose à la fois sur la richesse de ses collaborations, sur aujourd'hui sa capacité à être en proximité avec le patient, et aussi savoir s'adapter aux besoins. Historiquement, la gériatrie, on vient de l'hospice, il faut savoir d'où on vient. On a largement progressé depuis. On a créé des filières labellisées. Aujourd'hui, on se rend compte que la gériatrie elle est principalement hospitalière. En tout cas, elle regroupe les expertises gériatres à l'hôpital. Et je pense que l'idée, c'est aussi un peu d'en sortir. Donc moi, ma vision au niveau de la gériatrie, et au niveau, quand on analyse un peu les besoins qu'on peut rencontrer quand on rencontre des patients, quand on va aux urgences, c'est vraiment de tisser des collaborations. La bonne prise en charge du patient âgé repose sur notre richesse collaborative, à la fois dans l'hôpital. La gériatrie, au départ, était une spécialité isolée. Aujourd'hui, on a tissé des connexions avec des spécialistes d'organes, des cardiologues, des chirurgiens, des gastro-entérologues.
Et on décline des surspécialisations qui sont finalement utiles à la bonne prise en charge du patient âgé. Mais les collaborations, elles sont utiles aussi hors de l'hôpital. Et c'est là que le sujet devient aussi intéressant, c'est qu'on ne peut pas considérer que prendre en charge un patient ne peut se faire qu'à l'hôpital. Une bonne prise en charge commence en effet du domicile ou d'un établissement médico-social, peut se prolonger à l'hôpital, mais doit se poursuivre par un tissu collaboratif, par un SSR, ou également par une institutionnalisation ou un maintien à domicile. Donc l'idée, c'est vraiment d'entretenir et de faire évoluer, en fait. On parle toujours de lien ville-hôpital, on n'est plus là-dessus aujourd'hui, on est plutôt sur une connexion entre l'hôpital et la ville, c'est-à-dire que c'est une connexion enrichie. C'est pas uniquement être lié. L'EHPAD n'est pas uniquement un effecteur qui nous envoie des patients, mais peut devenir également une zone ressource où on peut y faire d'autres choses. Donc, le postulat qui m'anime, c'est ça, c'est une œuvre d'expertise et de prise en charge du patient âgé, collaborative, en proximité et aussi graduée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le patient âgé a largement évolué. Il ne va pas se satisfaire uniquement d'une hospitalisation qui va être longue, incertaine. Il faut être capable de proposer une offre de soins plus spécifique, plus personnalisée. Et donc notre travail, c'est aussi à la fois de varier l'offre de soins sous des formes d'e-santé, de téléconsultation, de consultation, de consultation collaborative avec des spécialistes, et d'hôpitaux de jour ou de SPID programmés si c'est nécessaire. Mais en tout cas, c'est d'offrir une variété de prise en charge qui ne se résume pas à la version historique de SPID conventionnel qui est aujourd'hui, à mon avis, dépassée. Et le dernier point, en effet, c'est ce que je disais juste avant, c'est la gradation de l'offre de soins, c'est être capable de proposer autre chose que le SPID conventionnel. Donc le postulat, il est là, c'est graduer, varier, collaborer, et surtout en proximité. Aujourd'hui, je pense que l'enjeu, c'est de sortir de l'hôpital pour donner une expertise au plus près du patient. Merci pour toute l'énergie déployée par vous-même et vos équipes pour cette coopération sanitaire et sociale comme gage de prévention. Pouvez-vous nous en dire plus sur les actions à développer pour mener à bien aujourd'hui ce que vous définissez comme un virage, un véritable défi, un enjeu de gériatrie, pour reprendre vos termes? Oui. Je crois que vous avez prévu pas mal d'actions dans le cadre de vos activités ici à Lille, dont nous serions ravis d'en prendre connaissance pour exportation. Merci. L'idée, en effet, c'était de repenser globalement l'offre en gériatrie, et donc de partir d'une filière labellisée qui proposait de la prise en charge de la chute, en effet, qui est nécessaire, de l'évaluation globale, mais d'aller plus loin. Donc, il y a 3 niveaux en fait de réflexion. Il y a le niveau qui est hospitalier. Ensuite, on peut développer des choses à l'hôpital, mais aussi il faut les rendre intelligibles et utilisables en ville. Et puis le 3e niveau, c'est la connexion forte aujourd'hui avec le médico-social et la ville. À l'hôpital, nos actions, elles ont visé à créer des activités collaboratives. Donc, on a analysé les besoins, on a parlé de la chute, et consécutivement à la chute, il y a la fracture. Donc, on a remarqué qu'on était très fréquemment appelé par les services de traumatologie, en tout cas des hôpitaux là où je travaille. Donc, on a créé une activité collaborative qui s'appelle l'orthogériatrie, donc une unité dédiée qui est animée par un gériatre, par un chirurgien, et qui prend, dès la prise en charge chirurgicale, en charge le patient. L'avantage, c'est que le patient est pris en charge précocement, se dégrade moins pendant l'hospitalisation, sort plus vite et est plus en forme. Une fois qu'on a développé cette collaboration, je peux vous assurer que ce n'est pas simple, parce que la gériatrie de base, on n'est pas spécialement intégré dans un hôpital. On a vécu une grande phase de solitude avant d'être connecté aux spécialités. Aujourd'hui, on est connecté et ça fonctionne pour le plus grand bonheur des patients. Puisqu'on prend en charge globalement un patient qui est fracturé, sur la part nutritionnelle, sur la dimension, après on lui prévoit un bilan de la chute, on peut prévenir également des confusions périopératoires, et on montre également que précocement on prend en charge les décompensations d'organes. Donc le patient y gagne.
La deuxième volet, ce sera de créer de l'orthogériatrie programmée, c'est-à-dire que le patient fragile repéré en ville pourra bénéficier d'emblée d'une prise en charge adaptée en milieu chirurgical par une évaluation, une préparation de sa chirurgie. Donc ça minimisera le risque que la chirurgie se passe mal et que les suites opératoires se passent mal. Ça, c'est le premier volet. D'autres surspécialisations sont créées. On pense à l'oncogériatrie. On sait que ça fait partie des pathologies qui apparaissent avec l'âge. Et la collaboration oncologue-gériatre est extrêmement précieuse pour déterminer le traitement le plus adapté aux patients, afin de ne pas, finalement, nuire. Donc, on a développé toute une gamme de prises en charge qui va de la consultation à l'hôpital de jour autour de l'oncologie. D'autres surspécialisations sont en cours. On parle de cardiogériatrie. On est très concerné par l'insuffisance cardiaque. L'idée, globalement, ce que je vous décris depuis tout à l'heure, c'est de créer des parcours de patients spécifiques. Parcours patient, fracture, en lien après avec la prise en charge de l'ostéoporose, prise en charge oncologique, préparation à la chimiothérapie ou abstention thérapeutique, il faut avoir le courage de le dire, ou alors prise en charge de la dénutrition. Prise en charge également de la psychogériatrie. Donc on a des tas de thématiques qu'on est en train de mettre en œuvre. Donc les prochaines, ce seront des activités liées à l'insuffisance cardiaque. Parce qu'en effet, un patient insuffisant cardiaque qui va aujourd'hui en cardiologie a peut-être besoin d'une expertise complémentaire gériatrique pour prendre en charge la dénutrition, pour accompagner finalement. L'idée, c'est de ne pas remplacer, c'est d'accompagner finalement un spécialiste dans sa prise en charge en apportant un éclairage gériatrique. Le deuxième niveau, c'est comment rendre utilisable cette offre. Parce qu'en effet, on est très hospitalo-centré et on se rend bien compte que hors de l'hôpital, les usagers, les médecins traitants, comme les partenaires, comprennent mal finalement ce qu'on peut faire au sein d'un hôpital. Donc ce qui est souhaitable, je pense, aujourd'hui, c'est de simplifier les choses et d'offrir donc à un territoire, à un bassin de population, une plateforme finalement d'expertise gériatrique. Un guichet unique, simplifié, un numéro, animé par des professionnels de santé, un gériatre, une IPA par exemple, qui est capable, dès l'appel, de déterminer quel sera le bon soin, le bon niveau, en termes de soit d'hospice, de consultation, et d'utiliser les parcours de soins qu'on a mis en place. Je les répète, oncogériatrie, orthogériatrie, cardiogériatrie, demain psychogériatrie et certainement addictogériatrie. Et enfin, le dernier niveau, qui nous est extrêmement cher, la crise a été dévastatrice, je suis bien d'accord, mais elle a montré en fait que les collaborations entre établissements de santé, mais aussi établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, a été extrêmement utile, extrêmement forte et profitable aux patients âgés. Parce que les EHPAD ont su, au départ elles ont été désarmées, puis elles ont su s'organiser, gérer également le Covid entre leurs murs, et ça a été mesuré par nous-mêmes, médecins hospitaliers. Et surtout, quand il a été question de nous aider à gérer les flux dans le cadre du processus d'hébergement temporaire financé par l'ARS, les EHPAD, et je le souligne, le groupe Corian était extrêmement réactif et extrêmement aidant, puisque très rapidement et très facilement, des patients qui étaient incapables de rentrer à domicile dans un contexte aussi de saturation globale des services de SSR ont été admis dans des unités Corian et dans des EHPAD très réactivement afin de nous permettre de continuer à fonctionner. Et ça a été vital pour nous, sinon on était saturé. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous, notre vision, c'est de l'EHPAD et du lien avec l'EHPAD. On a montré aujourd'hui qu'une connexion forte, et même ancienne, puisqu'on a l'habitude de travailler avec les EHPAD de Roubaix, également de l'île Gambetta, bien se connaître, à la fois sur le plan de direction, bien se connaître sur le plan médical, permet d'hospitaliser au plus juste, précocement, d'avoir des conseils qui parfois permettent d'éviter l'hospitalisation, et donc de fonctionner de manière efficace pour le bien-être du patient. Donc ne pas hospitaliser à outrance, également de pouvoir chanter d'urgence quand c'est nécessaire. Donc bien se connaître, bien fonctionner, vraiment c'est profitable et c'est une relation gagnant-gagnante. Deuxièmement, moi je pense que vraiment que l'EHPAD aujourd'hui a un rôle à jouer en termes de prolongation de l'hôpital, mais pas que. Je pense que ça va être une zone ressource
capable à la fois de mener des actions de prévention, capable aussi peut-être d'animer des actions de e-santé. Ça peut être, il y a certains EHPAD déjà qui font ça, qui ouvrent leurs portes et permettent à un public extérieur de bénéficier de plateformes de télémédecine connectées aux hôpitaux pour éviter le passage à l'hôpital. Donc je pense qu'il y a vraiment un vrai challenge à jouer aujourd'hui entre la ville, l'hôpital, la relation entre l'hôpital et le médico-social, et de considérer les EHPAD comme autre chose qu'un lieu de vie, mais vraiment une prolongation de ce qu'on peut faire à l'hôpital et d'être un relais fort de l'hôpital. Voilà, j'ai fini. Je parle beaucoup, je sais. Non, mais c'était très intéressant. Merci, Dr Masséjad. Souhaitons succès à toutes ces initiatives mises en place pour le bien-être de nos aînés. Et pour revenir sur le terrain, le bien-être de nos aînés passera certainement par le bien-être de nos soignants. Et pour cela, Gabrielle Derlincourt, vous êtes psychomotricienne dans une résidence Corian de la région, et vous nous dites « Être soignant, c'est être bien sur le plan corporel et psychique ». Quelle est votre analyse terrain des risques physiques, des risques psychosociaux et des facteurs favorisant ces risques professionnels que nous cherchons tous à prévenir dans nos maisons? Merci. Ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que plus que tout autre, le métier de soignant est un métier relationnel, un métier de contact. Être soignant, infirmier, paramédicaux, tout acte de soin, quelle que soit sa technicité, implique une dimension relationnelle forte chez des personnes souvent fragiles et très sensibles à l'état émotionnel d'autrui. En effet, un acte de soin est lié à ce que l'on nomme le dialogue tonico-émotionnel. Il s'agit de tout l'aspect émotionnel qui est transmis d'une personne à l'autre lors d'un contact. Celui-ci est physique, donc il va être évocateur de douceur, de bienveillance, mais il va aussi être évocateur des tensions. Le dialogue tonique est lié à tout l'aspect non-verbal et infraverbal du dialogue, c'est-à-dire le toucher, la voix, le regard, la disponibilité que l'on accorde à l'autre. Et c'est aussi pourquoi être soignant nécessite, pour prendre soin des autres, avant tout d'être bien soi-même, tant dans son corps que dans son esprit. Les personnes âgées, et encore plus les personnes atteintes de pathologies neurodégénératives, sont des personnes très sensibles à l'état émotionnel de la personne qui les soigne, car ce sont des éponges de l'état émotionnel des autres. Finalement, c'est dans cette dimension émotionnelle que la question de la prévention prend place, car si la prévalence des risques est associée en grande partie à la mobilisation des patients dans leurs soins, cette particularité offre une orientation particulière aux démarches de prévention, car elle demande de prendre en compte le couple aidant-aidé dans toute sa dimension humaine. Quand on travaille avec de l'humain, on ne travaille pas avec des objets, et ça c'est très important. Alors quand on parle de risques, de quoi on parle? Donc on a les risques physiques d'un côté et les risques psychosociaux. Les risques physiques ont attrait au corps du sujet. Donc il y a ceux qui ont lieu sur l'instant, les accidents du travail, donc on peut citer entre autres les brûlures, les chutes, les AES, il en existe des centaines, mais on peut... Accidents d'exposition au sang. Pardon. Et on évoque également du coup les troubles musculo-squelettiques ou TMS qui sont reconnus comme la première maladie professionnelle en France. En 2017, ils avaient une prévalence de 56% pour le personnel soignant contre 37% dans la population générale. Alors les TMS, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une pathologie qui est liée notamment à la mobilisation des patients, aux gestes répétitifs, aux amplitudes articulaires délétères et à la force qui est exercée dans l'action. Ils entraînent une impotence fonctionnelle durable, donc douleur, limitation articulaire, perte de force, maladresse, et tout ça dans des groupes musculaires bien distincts. Dans le secteur du médico-social, on identifie principalement la zone dorsale et cervicale, les épaules et dans une moindre mesure les poignets. Donc, les TMS et risques physiques sont également associés à de nombreux facteurs environnementaux. On peut citer l'organisation, le rythme de travail par exemple. Et ils vont aussi être liés à des facteurs intrinsèques, l'âge du salarié, son ancienneté, sa formation. De ce fait, elles vont être étroitement liées aux risques psychosociaux qui ont eux aussi une très forte prévalence dans le secteur. Alors un risque psychosocial ou RPS est défini comme un risque pour la santé physique et mentale du sujet, mais dans une atteinte qui est beaucoup plus globale. On est ici vraiment à la jonction entre l'individu et sa situation de travail. On distingue plusieurs types de risques, pour citer les plus prépondérants, le stress, le sentiment d'anxiété majeure, la dépression, le harcèlement au travail et bien sûr le syndrome d'épuisement professionnel ou burn-out. Excusez-moi.
Alors, du coup, l'ensemble de ces risques, physiques et psychosociaux, donc, sont imbriqués et ont donc des causes communes qu'il convient de connaître pour pouvoir les maîtriser au mieux sur le lieu du travail. La première cause favorisante qu'on peut citer, c'est vraiment l'augmentation du taux de dépendance des personnes accueillies en EHPAD, qui entraîne une augmentation des prises en charge plus lourdes, tant sur le plan psychologique que physique. Les personnes qui sont accueillies en EHPAD aujourd'hui sont de plus en plus âgées, avec des polypathologies de plus en plus conséquentes. On cite aussi le sentiment d'impuissance vis-à-vis de la maladie, de la fin de vie, de l'approche des troubles psychocomportementaux, les rythmes de travail très intenses qui peuvent entraîner aussi une moins bonne concentration dans la réalisation des actes, les équipements inadaptés ou insuffisants par rapport aux problématiques de terrain. Ensuite, bien sûr, le turnover de professionnels et l'absentéisme qui a brillé pendant le Covid et qui ne permettent pas une prise en soin suffisamment qualitative, qui entraîne aussi une désorganisation des équipes. Il faut accompagner, il faut former les nouveaux. Tout ça, c'est une charge supplémentaire. Et on peut citer enfin les sentiments de désengagement professionnel et les climats sociaux délétères qui entraînent une perte de sens dans son travail, une lassitude dans les tâches, une mauvaise cohésion d'équipe. Et bien enfin, bien sûr, le manque de reconnaissance aussi en fait partie. Merci Gabrielle. Dans le cadre de la prévention de ces risques physiques, pensez-vous à des actions qui puissent être entreprises au sein de nos établissements pour les limiter ? Alors oui, bien sûr, on peut prévenir l'apparition des risques physiques sur les établissements. Ça passe par diverses actions, souvent qui passent plus sur de la prévention primaire et secondaire. La première chose à laquelle on peut penser, c'est la conception du lieu de travail. Tout simplement, réfléchir l'état des sols, réfléchir la luminosité, parce que les chutes de plein pied est la deuxième cause d'accident du travail, quelque part. On peut penser aussi à la présence de matériel adapté, comme les rails de transfert, etc. Ensuite, on va passer sur des actions de prévention par la formation. La formation est essentielle, la formation au risque en eux-mêmes, la formation en bonne posture, et enfin par d'autres actions plus diverses, tant sur le plan physique et psychique que mon collègue vous détaillera un petit peu mieux. Voilà. Alors moi, je voudrais surtout vous parler donc de la formation, parce que la formation professionnelle est essentielle pour éviter les accidents et les maladies du travail. Et je voudrais vous parler de acteurs PRAPS 2S. Donc PRAPS, c'est prévention des risques liés à l'activité physique dans le monde du sanitaire et social. Et c'est une formation qui nous intéresse particulièrement parce qu'elle permet d'avoir une approche, on va dire, beaucoup plus globale. C'est-à-dire que en plus de nous apporter une base théorique et pratique sur les troubles musculo-squelettiques, sur la biomécanique du corps, sur les techniques de manutention, elle nous permet surtout de devenir un réel acteur de sa propre prévention et donc un acteur de prévention au sein de notre établissement. C'est une formation qui donne des clés pour reconnaître des situations à risque. C'est aussi une formation qui nous donne des clés pour évaluer de façon efficace les solutions que l'on peut trouver avec des outils concrets. Et enfin, c'est surtout une formation qui a cet avantage dans un établissement de ne pas cibler que le soin, mais également l'hébergement et le corps administratif, ce qui fait que chaque participant pourra trouver matière à améliorer sa situation de travail. Aujourd'hui, on valorise chez Corian à minima un référent PRAP par établissement pour porter ces dynamiques de prévention. Alors les objectifs de cette formation, ils sont divers, donc bien sûr limiter les accidents du travail liés à la manutention, trouver les bons automatismes gestuels, les bons automatismes corporels, retrouver un mieux-être dans son travail grâce à une analyse structurelle des problématiques que l'on rencontre et sensibiliser le corps managérial aussi aux problématiques de terrain. Donc par incidence, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, on a également du bénéfice qui en découle pour les résidents. Donc déjà, un mieux-être soignant permet aussi une meilleure prise en soin résident, avec une diminution également de l'absentéisme. Et ensuite, on va vraiment mettre l'accent dans cette formation sur la réalisation de manutention plus douce, plus digne, où on va valoriser aussi l'autonomie dans le transfert, parce que la base d'un bon transfert et la base d'une bonne manutention est l'utilisation des capacités préservées du résident. La deuxième action dont je voudrais vous parler, et je vais faire vite, c'est promis, c'est une action auquel on ne pense pas forcément, mais qui est intéressante pour prévenir les accidents du travail, c'est la réalisation d'échauffements avant la prise de poste. Alors, on part d'un postulat très simple, on réalise tous des échauffements avant de réaliser une activité sportive de forte intensité, et le travail manutentionnaire demandé en EHPAD peut s'apparenter à ces activités sportives. Alors, comment ça se passe ? L'échauffement, en fait, prépare le corps à l'effort pour le préserver au mieux des sollicitations qu'il rencontre. Il améliore la lubrification des articulations, l'élasticité des muscles, des tendons, la chauffe des muscles, mais il permet également d'aller travailler la réactivité et les capacités attentionnelles. Ainsi, on se prépare plus facilement aux risques qu'on va rencontrer dans les premières heures de la journée. Transversalement, quand ces échauffements sont pratiqués en groupe, ils permettent aussi d'aller fédérer le lien social, ce qui est assez intéressant, et donc la cohésion d'équipe.
En pratique, ce sont des temps qu'il faut mettre en place juste au moment de la prise de poste, sur des temps de 10 minutes maximum, et qui doivent correspondre aux exigences organisationnelles du terrain. Il faut immobiliser toutes les articulations, avec une attention particulière du coup pour les zones qu'on a citées plus tôt, donc le cou, le dos, les épaules et les poignets, et associer un temps de mobilisation active suivi d'un second temps d'étirement de ces mêmes zones. Alors, ces temps d'échauffement, ils peuvent être animés par des spécialistes. Je pense notamment à l'association Ciel Bleu, qui est très présente dans ce domaine, qui a réalisé aussi des études sur le sujet dans le secteur du BTP, qui pourtant n'est pas le secteur le plus ouvert en termes de prendre soin de soi, hein, tout simplement. Mais on peut aussi passer par les professionnels de l'établissement, donc éducateurs APA, ergothérapeutes, psychomotriciens, kinés, ou alors tout autre volontaire qui ont déjà une sensibilisation à l'échauffement physique. Merci Gabrielle, merci de nous avoir éclairé sur les risques professionnels et de nous avoir évoqué ces actions pour le prendre soin du soignant, qui de facto se traduira sur le prendre soin de nos aînés. Pour ce faire, Jérôme, merci d'être parmi nous pour témoigner. Jérôme Miralles, vous êtes aide-soignant diplômé à la résidence Corian du territoire, résidence qui était deuxième au challenge national Corian QVT qualité de vie au travail. Avec l'énergique soutien de votre directrice d'établissement, vous bénéficiez d'ateliers bien-être pour les équipes. En quoi, selon vous, ces actions contribuent-elles à prévenir les risques professionnels chez nos soignants ? Bien, merci. Donc, comme évoqué dans la question, en effet, on a de la chance de pouvoir bénéficier tout au long de l'année de différentes activités axées sur le bien-être. En liste non exhaustive, on a l'intervention d'une professeure de Zumba, d'un réflexologue, d'un hypnothérapeute, tout ça de façon cyclique et donc au bénéfice des salariés, donc qui peuvent en bénéficier de façon gracieuse. C'est important de le souligner. Il me semble d'ailleurs que l'ARS participe énormément à au financement de ces activités. Voilà, je pense que à peu près tout le monde dans la salle sera d'accord avec moi pour dire que tout le monde aime se sentir bien, à peu près. Ça tombe bien parce que justement toutes ces activités, ces prestataires peuvent nous y aider. Un salarié qui arrive à une prise de poste de façon sereine sera plus à même de répondre aux attentes du résident mais aussi de ses proches. C'est aussi très important pour nous. Chaque salarié, chaque collaborateur fait partie d'un écosystème qui lui est propre, qui comprend à la fois sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Et il est pas rare que parfois ces deux univers entrent un peu en collision et c'est là que ça peut devenir compliqué pour le salarié d'arriver de façon sereine lors de sa prise de poste. Ces activités peuvent nous permettre, en tant que salarié, collaborateur, de bénéficier d'un petit bout de ciel bleu, comme j'aime l'appeler, dans une vie qui parfois peut être tumultueuse. Et donc, au regard de tout ça, ces activités peuvent grandement réduire le risque de maladie professionnelle, l'épuisement physique, l'épuisement moral, et par extrapolation, les arrêts maladie, les accidents de travail, et donc tout ce qui est lié au risque professionnel. Merci Jérôme. Vous nous partagez en termes de qualité de vie au travail la mise en place des ateliers soins à cœur dans votre maison, Corian. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur l'apport de cette expérience ? Alors, les activités soins à cœur, c'est important de préciser un peu ce que c'est. Le soin à cœur, c'est juste, ça représente globalement le projet d'établissement auquel les salariés sont activement, dont les salariés sont activement acteurs. C'est-à-dire que les salariés, les collaborateurs, quel que soit leur poste, régulièrement sont sollicités sur des projets d'établissement, sur des projets d'aménagement, des projets d'animation, des projets
juste de vie en fait au sein de l'établissement. Récemment, on a eu dans l'établissement dont je dépends tout un aménagement, une restructuration globale au niveau décoration et aménagement de l'unité protégée. Et les salariés ont été sollicités. Voilà, on nous a posé une question. Est-ce que vous avez des idées? Ok, on attend vos projets. Et donc, il y a eu des maquettes qui ont été faites, des maquettes 3D, des maquettes en couleur. Donc, ça a été très sympa, très fédérateur, parce que du coup, on a pu se concerter entre nous. Autrement, là, à Noël, on a eu le Secret Santa, le Père Noël secret. Donc, chaque salarié volontaire tirait au sort le nom d'un de ses collègues. Et puis, en fin d'année, tout le monde s'est échangé un petit cadeau. Sur un petit moment festif avec des milliardistes qui avaient été préparés par notre apprenti pâtissier autour d'une petite coupe de champagne pour l'occasion, pour marquer le coup. Oui, c'est important. Voilà, parallèlement, on a eu un calendrier de l'Avent qui nous a été offert aussi également. Alors, pas le petit calendrier en chocolat, hein, on a eu chaque jour du mois de décembre, un salarié était tiré au sort et puis il recevait un cadeau personnalisé. Pour moi, ça a été un kit pour la barbe. Très sympa. Voilà. On a eu aussi, il y en a beaucoup, on a pu bénéficier de petits repas aussi également, un petit repas. Non, en fait, c'était des gros repas au restaurant assortis de petites activités, bowling, laser game, tout ce qui peut fédérer un peu les équipes. Et voilà, et cet été, il y a des barbecues qui se profilent, et puis bon, s'il fait pas beau, on mangera raclette, et puis c'est tout. Et puis voilà, tout ça, en fait, nous permet de renforcer un peu le sentiment d'appartenance à une équipe déjà, à une structure et puis à un grand groupe. Et ça, c'est important. On aime bien célébrer les petites réussites de nos missions quotidiennes. Et ça fait du bien, en fait. Ça nous permet de nous sortir un peu du carcan soins. Et c'est cool. Merci Jérôme pour vos témoignages, votre retour d'expérience, votre analyse, Gabriel, de tous ces risques qui contribuent, votre témoignage, Jérôme, à nourrir le savoir-être des soignants que nous sommes et couplé aux initiatives du réseau hospitalier et de la volonté de se connecter avec le monde du médico-social, toutes ces actions n'ont d'intérêt que le bien-être de nos aînés. Merci à chacun. Alors, dans ce cas, ce que je propose, c'est nous avons dans ce formidable territoire une nouvelle directrice régionale qui piaffe d'impatience de pouvoir intervenir, qui a suivi minute après minute tout ce qui a été dit, qui était hier là déjà présente dès midi, qui voulait tout savoir. Et donc je propose que vous fassiez quelques mots de conclusion à ce moment-là. Bien, bonjour à tous. Anna Chamachi, directrice régionale sur le Nord, donc au sein du groupe Corian, fraîchement nommée effectivement depuis début février. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui sur le territoire de Lille. Marianne l'indiquait tout à l'heure, un peu plus de 2 ans sans matinale, et on a l'honneur de l'accueillir sur notre territoire, donc merci beaucoup pour cet honneur. Je suis aussi contente de vous voir présent parmi nous, en présentiel. Là aussi, le signe d'une vie normale qui reprend, sans masque, ça fait beaucoup de bien. Merci d'avoir été attentif et participatif, attentif malgré les quelques problèmes techniques que nous avons rencontrés. Voilà, il est important pour nous d'avoir des temps de discussion, de parole sur des thématiques telles que celle-ci, qui est très importante, celle de la prévention. Et à ce titre, j'aimerais remercier l'ensemble des intervenants, des participants, mais aussi l'ensemble de nos partenaires ici présents. Voilà, la thématique de la prévention, elle est très importante pour nous, puisqu'elle est aussi au cœur de notre promesse, une promesse que nous tenons auprès des résidents que nous accueillons dans nos maisons, mais aussi auprès de nos collaborateurs, voilà, des collaborateurs que vous avez entendus à travers un beau film qui a été tourné sur notre bassin, mais aussi lors de nos tables rondes. Voilà, donc merci à tous. L'heure du repas approche, je pense qu'on a tous très faim. Et avant de vous inviter au cocktail déjeunatoire qui est proposé d'une part par un traiteur local qui est le traiteur Le Coq, merci d'être présent, mais également par une équipe de chefs de nos établissements Corian.
Et donc, je souhaiterais laisser la parole à notre chef Laurent, qui nous fait l'honneur d'être avec moi sur scène maintenant, pour nous présenter les enrobés gourmands. Voilà, alors on parle de prévention, on en a parlé tout à l'heure lors de la table ronde très rapidement sur la prévention de la dénutrition. On propose au sein de nos établissements et particulièrement sur le site du chef Laurent des enrobés gourmands. Et qui mieux que notre chef pour nous en parler? Donc je vous laisse la parole. Bonjour ou rebonjour à tout le monde. Donc vous avez déjà pu voir un peu notre nouvelle technique d'enrobé gourmand. Donc ça permet à nos résidents de reprendre plaisir à manger, en fait, aussi bien visuel que gustatif. On oublie le côté tout ce qui était mixé et donc on part vraiment sur ces enrobés qui font qu'ils sont plus heureux de manger. Ils voient déjà l'assiette arriver, donc ils sont déjà plus ravis. Donc. Et depuis qu'on a mis ça en place, nous, dans notre établissement en début janvier, on a déjà vu les bénéfices énormes, aussi bien au niveau de leur joie de manger, et puis aussi au niveau de la dénutrition. Comme ils reprennent plaisir à manger, enfin à mieux manger, à se faire plaisir, on se rend compte que ça a déjà bien augmenté au niveau de la dénutrition. Enfin, ça a baissé, au contraire. Voilà. Il y a moins de personnes dénutries, étant donné qu'ils ont plus plaisir à manger. Parler de plaisir, c'est quand même central. C'est amusant, je vous écoutais parce que les enrobés gourmands, parfois on dit certains gourmands qu'ils sont un peu enrobés. Donc c'est intéressant comme terme. Je me dis tiens, c'est intéressant, c'est très lacanien, il y aurait quelque chose à faire autour de ça. Mais c'est aussi ça, c'est d'abord de parler de plaisir. Voilà. On est à des âges où voilà, c'est important. Et on trouvait dans ces matinales, c'est quand même assez central aussi de tester les choses. Et le plus simple, c'est quand même de tester tout ce qui est dégustation. Donc voilà, donc on en profite à chaque fois. Et merci encore de cet élément-là. Et ça vient complètement en phase avec cette question sur la prévention qui a été vraiment au cœur de cette matinée. On a vu, on a abordé vraiment plein de sujets. Peut-être rappeler quand même que finalement, il y a aussi cette vision complètement dite holistique. C'est-à-dire qu'on voit la personne dans son ensemble. C'est pas morceau par morceau. On termine sur la gastronomie. Mais on a évoqué le cœur, on a évoqué plein de sujets comme ça différents, mais qui finalement c'est comment on prend la personne dans sa globalité et pas juste morceau par morceau. Ça devrait être aussi comme ça pour la société, mais c'est super compliqué. Donc voilà, en tout cas, c'est ce qu'on a essayé. Toute cette matinée a été centrée là-dessus, a été centrée sur cette question de plaisir. On n'est pas là dans la sanction, mais au contraire d'y trouver quelque chose de soi. C'est aussi comment finalement on le fait avec les personnes. Si c'est une autre dégustation, c'est aussi la personne qui goûte autrement, mais c'est aussi les chefs qui s'impliquent, c'est aussi tout le personnel qui s'y retrouve. À propos de personnel, on a voulu aussi que ce soit la question de la qualité de vie au travail, parce que si on veut bien prendre soin des personnes, encore faut-il que soi-même ça aille bien. Donc il y a aussi un enjeu là qui est absolument majeur. On sait qu'en plus dans les métiers du soin, il y a des difficultés d'attractivité du métier. Donc un des éléments pour y répondre, c'est justement aussi une meilleure qualité de vie au travail. Il y a du sens par rapport à ça. Ce qui a été dit tout à l'heure par Pierre, je vais l'appeler Pierre, ça va être plus simple, on développe, oncogériatrie, ainsi de suite. C'est aussi une réalité toute bête, c'est qu'on vit, je le rappelle, plus longtemps. Et que donc, de plus en plus, quel que soit le lieu, l'accueil des gens malades sera de plus en plus un accueil de personnes âgées. Donc développer ces savoirs-là a aussi une nécessité absolue si on veut y répondre. Et puis peut-être, la dernière chose aussi, c'est de se dire que finalement, cette question de prévention, elle est absolument centrale. Si on a une petite chance, ou une grosse chance, d'ailleurs le terme chance a été utilisé plusieurs fois, plaisir aussi, si on veut réussir l'adaptation, l'accompagnement au vieillissement de la société, si on veut réussir la société et la longévité, on n'a pas 36 moyens. Le premier, c'est la question de la prévention. Si on n'agit pas sur la prévention, en termes de coûts économiques, ça sera tellement monstrueux qu'on sera obligé de faire des choix assez violents. Donc si on veut s'éviter ces choix-là, il y a de toute façon la question de la prévention est absolument centrale. La question de la prévention, c'est un investissement pour essayer, en partie en tout cas, que les pertes d'autonomie arrivent plus tard si elles arrivent, que les maladies arrivent plus tard si elles arrivent, et de réduire tout cela. On n'a pas d'autre solution économique, et par ailleurs, c'est une solution évidemment humaine aussi qui est hyper importante. Donc aussi de se rappeler de ça. Et puis peut-être, je terminerai, on a démarré alors plutôt sur le bus du cœur fait aux femmes, donc on a séparé un petit peu. Je rappelle que sur la prévention, quand même les plus mal lotis, c'est les hommes, parce que simplement ils n'ont pas la culture de la prévention, et que c'est une vieille histoire, voilà, et qu'on pourra dire ce qu'on voudra, mais pour les hommes,
La première des préventions, c'est la révision des 10 000 km de la voiture. Mais ce n'est pas toujours la prévention perso, quoi. Donc là, il y a une problématique culturelle très lourde. Et donc, on découpe les gens parce qu'il faut à certains moments, mais que sur d'autres, on a intérêt aussi à se poser la question comment on participe et comment on fait que les gens, selon le sujet, s'il y a des sujets qui concernent plus les uns ou les autres, ou il y a des sujets où les uns et les autres se sentent plus concernés, comment on fait pour adapter aussi tout cela, c'est-à-dire comment on adapte un discours aux personnes. Alors, hommes-femmes par exemple, mais c'est aussi les questions culturelles, c'est les questions géographiques, et là on a un sacré boulot à poursuivre, à continuer, et chacun va se retrouver là-dedans. Comme dirait Édouard Glissant, on vient tous du même poème. Donc il y a aussi cet élément-là, c'est qu'à un moment donné, comment, même si on vient tous du même poème, comment on adapte le poème, parce que tout le monde n'écoute pas le poème de la même manière. Et donc là, il y a des problématiques très lourdes. Et la prévention, elle réussira si elle est capable, si nous sommes capables de nous adapter à ces différences-là, culturelles, géographiques et tout ce qu'on voudra. Il y a du boulot. Cette matinale était un élément pour le faire. On va continuer. Du côté de la Fondation Corian, on va continuer parce qu'il y a d'autres matinales. Je crois que la prochaine, c'est le 12 mai à Bordeaux. Non, je me trompe. Le 10 mai à Bordeaux et le 12 mai, c'est un plateau qui sera à Paris, mais qui se retrouvera absolument partout. Ça sera sur un autre sujet. À chaque fois, on va continuer. En tout cas, on était heureux d'être à Lille. On a été heureux de vous rencontrer. On a été heureux de cette matinée. Elle a été un petit peu sportive, un petit peu originale. Mais bon, voilà, c'est les blagues et ainsi de suite. Mais en tout cas, ce qui est important, longue vie au bus. Dans ce bus, il y a aussi cette question d'aller vers. Encore une fois, à un moment donné, il faut que les gens viennent, mais parfois les gens ne viennent pas. Donc c'est comment aussi on va vers les personnes. Et ça, je le dis souvent, Internet c'est super, mais à un moment donné, il faut aussi penser avec les pieds ou penser avec le bus. C'est-à-dire aussi aller vers les personnes. Les gens n'y vont pas toujours, ou c'est un peu toujours les mêmes qui viennent. Donc c'est aussi comment on va vers les personnes. Et ça sera un questionnement de santé publique globale, de prévention globale, d'aller vers les personnes. Et le bus en est un exemple, en est un témoignage. Et j'espère qu'il y aura plein d'autres choses comme ça qui vont se développer. On termine, on fait la fête, on bouffe, on se fait plaisir et on vous remercie. Voilà. Et bravo à tous.